Moi, je vais vous parler de questions démographiques et de croissance économique. Alors, on avait dit en introduction, moi je suis un docteur en économie, et s'il y a quelque chose qui intéresse les économistes, c'est la croissance économique, qu'on mesure normalement avec le PIB par habitant. Qu'est-ce que c'est? Donc en général, quand on mesure, vous en avez sans doute déjà entendu parler, qu'est-ce que le PIB par habitant? C'est la productivité, combien chaque travailleur dans votre pays produit, en termes de richesse, multiplié par le nombre de gens qui travaillent, divisé par la population totale. Généralement, quand on parle de croissance économique, on se concentre essentiellement sur le premier terme, la productivité. Donc au Maroc, on fait des plans émergence, on pose la question de l'effet de l'éducation sur la croissance économique, et donc en pensant que l'éducation va augmenter la productivité. Mais quand vous regardez la formule de la croissance, du PIB par habitant, il y a d'autres termes. Si jamais votre productivité augmente d'1%, mais que votre population totale augmente d'1%, vous n'avez pas de croissance. Si jamais votre population active augmente, par exemple parce que les femmes travaillent plus, même si votre productivité n'a pas augmenté, vous allez avoir de la croissance économique. Et donc, l'objet de cette présentation, ce sera de comprendre comment, plutôt que de se concentrer sur le numérateur, la productivité, s'intéresser à l'effet de la démographie sur la croissance. Et je vais donc commencer par la relation entre démographie et croissance dans le temps long, à l'échelle internationale, à l'échelle du monde, sur 2000 ans, pour comprendre comment historiquement la démographie a été liée à la croissance économique et dans l'histoire. Puis je vais essayer de me concentrer sur le cas marocain et montrer que aujourd'hui le Maroc est à une période charnière où il va y avoir un basculement démographique, où on va faire face à de nouveaux enjeux qui sont très très importants pour la croissance marocaine. Et enfin, essayer de proposer quelques pistes pour réfléchir aux moyens de tirer profit des enjeux démographiques pour favoriser la croissance au Maroc. Alors tout d'abord, un peu d'histoire économique, le lien entre démographie et croissance dans le temps long. Donc si vous regardez l'histoire, depuis 2000 ans, ce que vous remarquez, c'est que la croissance économique est un phénomène très nouveau. Ça, c'est la croissance du PIB par habitant. Pendant 18 siècles, il n'y a eu pratiquement pas de croissance du PIB par habitant. Les gens vivaient au seuil de subsistance, ils avaient juste assez pour survivre. Si vous regardez des gens qui vivaient au Maroc en l'an 1000 avant Jésus-Christ ou en l'an 1500, et que vous regardez combien de calories ils consomment, quel est leur niveau de vie, et ben ça n'a pas beaucoup bougé. Et puis globalement, à partir du 19e siècle, la révolution industrielle, il y a une explosion de la croissance, et le monde commence à croître à un niveau de 1%, 1,5% par an. La question c'est pourquoi? Donc si on regarde les données, la courbe bleue c'est le PIB total, pas le PIB par habitant. Regardez que le PIB total à l'échelle du monde, au cours de l'an 0 à l'an 1700, a cru. Il a été multiplié par 5. C'est que la productivité a augmenté. La technologie qu'on utilisait en l'an 0 et la technologie qu'on utilisait en l'an 1500 sont différentes. En l'an 1500, on avait des technologies beaucoup plus efficaces. On pouvait produire beaucoup plus d'agriculture, par exemple. Mais quand vous regardez le PIB par habitant, il n'a pratiquement pas bougé. Donc pour comprendre la stagnation pendant des millénaires, ce qui est important, ce n'est pas la productivité, c'est vraiment la population. C'est ce qui explique la stagnation. Et donc, pour comprendre, je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. Donc imaginez que vous êtes dans le monde d'avant, vous êtes en Europe, au XVIIe siècle, et vous avez une percée technologique. Vous avez une explosion de productivité. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de quelle est la percée technologique en Europe en 1650, vers 1650, qui est historiquement d'une proportion gigantesque, c'est la pomme de terre. Donc la pomme de terre arrive des États-Unis, après la découverte de l'Amérique, on importe la pomme de terre en Europe, et la pomme de terre, c'est une technologie fantastique. C'est mieux qu'Internet aujourd'hui. Avant, vous cultiviez du blé. Quand vous avez du blé, vous produisez 650 kg par acre. Quand vous avez de la pomme de terre, vous pouvez cultiver 10 tonnes pour la même quantité. Et la pomme de terre, il y a de la vitamine C, il y a tous les nutriments, vous pouvez nourrir quelqu'un qu'avec la pomme de terre. Donc c'est un progrès, c'est une percée technologique hors du commun. Alors on pourrait se dire, bon, on a une explosion de productivité, maintenant on peut produire beaucoup plus avec moins de gens, avec moins de ressources. On devrait s'attendre à ce que le PIB par habitant augmente. Et un pays qui a beaucoup profité de la pomme de terre, parce que sa géographie était adaptée à la pomme de terre, c'est l'Irlande. Vous regardez l'Irlande,
à partir de l'introduction de la pomme de terre en 1650 et jusqu'en 1840, la population est multipliée par 3. On passe de 2 millions d'Irlandais à 6 millions d'Irlandais, mais le PIB par habitant ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cette nouvelle technologie, vous pouvez produire plus, et ben on fait plus d'enfants, où les enfants survivent plus, ils meurent moins de famine, et donc toute l'augmentation dans la productivité, toute l'augmentation dans le numérateur est compensée par une augmentation du dénominateur de la population. De sorte que le ratio productivité PIB divisé par le nombre d'habitants reste constant. Vous avez cette nouvelle technologie, vous pouvez produire plus, et ben on fait plus d'enfants, où les enfants survivent plus, ils meurent moins de famine, et donc toute l'augmentation dans la productivité, toute l'augmentation dans le numérateur est compensée par une augmentation du dénominateur de la population. De sorte que le ratio productivité PIB divisé par le nombre d'habitants reste constant. Et donc ça, c'est ce qu'explique un économiste et démographe du XVIIIe siècle qui s'appelle Malthus et qui dit en fait la croissance est impossible parce qu'à chaque fois qu'un pays devient plus riche, il fait plus d'enfants, les gens survivent plus et ça annule tous les gains de productivité. Et ça marche dans l'autre sens. Si vous avez un choc négatif sur votre productivité, si votre productivité baisse, par exemple en Irlande, lorsqu'il y a une maladie de la pomme de terre qui s'appelle la mildiou et qui détruit les récoltes de pommes de terre, et bien qu'est-ce qui se passe? Le PIB par habitant ne baisse pas, le PIB par habitant, car tout est compensé par la population. Et donc ça, c'est en fait l'histoire du monde jusqu'au XIXe siècle. Et puis vous avez, à partir du XIXe siècle, la croissance moderne. Pour la première fois, le PIB continue à croître, et à croître très vite, mais le PIB par habitant aussi croît. Donc entre 1800 et 1920, en un siècle, le PIB par habitant est multiplié par 5. Alors qu'au cours des 1800 précédentes années, il n'a pratiquement pas bougé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est passé d'un monde où avoir plus de ressources augmente la population et détruit tous les gains de PIB par habitant à un monde où les gains de productivité conduisent à une augmentation du PIB par habitant? Et c'est quelque chose que les économistes appellent le lien entre quantité et qualité. Donc si vous êtes dans le monde d'avant, le monde du XVIIe siècle, où la principale activité c'est l'agriculture, et que vous avez plus de ressources. Tout d'un coup, vous produisez plus, vous devenez plus riche. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites plus d'enfants, vous nourrissez plus vos enfants, de sorte qu'ils survivent plus. Ce que vous ne faites pas, c'est investir dans l'éducation, dans la qualité de vos enfants. Donc vous investissez dans la quantité, je vais en avoir 6, 7, parce qu'ils vont m'aider dans les champs, parce que maintenant je peux les nourrir. Il n'y a aucune raison d'investir dans leur qualité, dans leur éducation, parce que si vous regardez dans un environnement agricole, si vous comparez des fermiers éduqués et des fermiers pas éduqués, la différence de productivité ou de production est très faible. Donc il n'y a aucun intérêt à éduquer vos enfants, à envoyer vos enfants faire un doctorat s'ils vont travailler dans la ferme. Donc vous économisez cet argent et vous investissez plus en quantité d'enfants, vous en faites plus. Avec la révolution industrielle, il y a un changement d'équilibre. Maintenant, les gains à éduquer vos enfants sont plus élevés. Et donc, si vous avez de l'argent, au lieu de faire 6 enfants, vous allez en faire 2 et les éduquer et investir beaucoup dans leur éducation. Parce que leur éducation va leur permettre d'accumuler plus de ressources, potentiellement pour vous aider quand vous êtes à la retraite, ou simplement parce que c'est le moyen pour eux de survivre dans une économie de la connaissance, une économie post-agricole. Alors, c'était un travail que j'ai fait pour essayer de mesurer l'effet de ce lien entre fertilité et entre qualité et quantité, et comment les gens peuvent substituer le nombre d'enfants pour de la qualité d'enfants. Donc c'est un travail que j'avais fait en Chine. Vous pouvez comparer à cause de la politique de l'enfant unique, la plupart des Chinois ont un seul enfant, mais certains Chinois, par hasard, ont des jumeaux. Et quand vous avez des jumeaux en Chine, vous avez le droit de les garder, donc vous avez 2 enfants. Donc vous avez des parents qui sont les mêmes, sauf que certains ont un enfant et d'autres en ont 2. Alors ce qu'on peut faire, c'est comparer le niveau d'éducation de des enfants uniques et des jumeaux. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les jumeaux ont 30% d'éducation. Donc le fait de baisser l'éducation, de passer de 2 à 1, dans le cas chinois, augmente l'éducation de tous les Chinois. Le fait d'avoir imposé la politique de l'enfant unique plutôt qu'une politique de 2 enfants, augmente l'éducation des Chinois de 30%. Qu'en est-il au Maroc? Alors si vous regardez le Maroc avant 1960, il y a une corrélation positive entre le niveau de richesse des individus et le nombre d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes plus riche, vous faites plus d'enfants.
les gens plus riches au Maroc en 1960 ont plus d'enfants que les gens plus pauvres. Quand vous regardez le Maroc après 1970, c'est l'inverse. Les familles pauvres ont plus d'enfants que les familles riches. Ça veut dire qu'on est passé d'un monde malthusien, où quand vous devenez plus riche, vous faites plus d'enfants, ce qui augmente la population totale et ne permet pas au PIB par habitant d'augmenter, à un monde post-malthusien, où lorsque vous devenez plus riche, vous faites moins d'enfants, vous les éduquez plus, ce qui permet au PIB par habitant d'augmenter. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Vous regardez la fertilité marocaine, jusqu'en 70, elle ne bouge pas beaucoup, on est à 7 enfants par femme. Et à partir de 70, la fertilité baisse pour atteindre aujourd'hui 2,5 enfants par femme. Alors maintenant, je vais me concentrer un peu plus sur la situation du Maroc actuel et essayer de comprendre comment la démographie a contribué à la croissance marocaine au cours des 35 dernières années et quelles sont les perspectives pour le futur. Alors, si vous regardez la part d'actifs dans la population, c'est-à-dire vous prenez le nombre de gens qui ont entre 20 et 65 ans, les gens qui peuvent travailler, et vous divisez ça par la population totale. Eh bien, en 1980, quand vous prenez 10 Marocains, il n'y en a que 4 qui peuvent travailler. Les 6 autres sont des enfants, ils ne peuvent donc pas travailler. Donc, quand vous faites votre PIB par habitant, vous avez 4 personnes qui travaillent, mais le nombre d'habitants est 10, donc c'est difficile, il faut que vos 4 personnes qui travaillent produisent vraiment beaucoup pour pouvoir augmenter le PIB par habitant. La proportion d'adultes, de personnes actives entre 20 et 64 ans, a augmenté de 50% au cours des 35 dernières années, ce qui signifie que le Maroc a bénéficié d'une augmentation du nombre de gens, du ratio de nombre de gens qui peuvent travailler, mais ça s'arrête aujourd'hui. Autour de 2016, c'est fini, la population active du Maroc va cesser de croître et maintenant elle va stagner pour les 35 prochaines années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la croissance économique? Donc, regardez le Maroc en 1980. Un couple, en moyenne, vous avez en moyenne 2 adultes pour 3 enfants. Si la productivité des adultes est de, disons, 5000 dirhams, vous avez 2 adultes qui travaillent, vous avez 5 personnes en tout. Le PIB par habitant va être de 2000 dirhams. Maintenant, si on passe au Maroc en 2015, vous avez 3 adultes pour 5 personnes, ce qui fait que votre PIB par habitant, en gardant la même productivité, c'est-à-dire en gardant le même niveau d'éducation, en gardant le même niveau de capital, les mêmes machines, la même technologie, le fait que vous ayez un adulte en plus fait que votre PIB par habitant augmente de 50%. Au lieu de produire 2000 dirhams par habitant, vous pouvez en produire 3000. Alors, passer de 1980 à 2015, ça fait que chaque année, au Maroc, on a eu un point de croissance qui vient uniquement du fait que la population d'actifs, la population en âge de travailler, a augmenté. Vous regardez la croissance du PIB par habitant au Maroc pendant cette période, entre 1980 et 2015, elle a été de 2,5% par an. Ça veut dire que 40% de la croissance marocaine, au cours des 35 dernières années, est venue uniquement du fait que le Maroc a bénéficié d'une augmentation de sa population active. Donc même si on n'avait rien fait, on n'avait pas changé notre tissu productif, on n'avait pas changé notre éducation, le simple fait qu'on ait plus d'adultes, plus de personnes en âge de travailler, fait qu'on a gagné 40% de croissance. Et c'est assez exceptionnel à l'échelle mondiale. Si vous prenez les 200 pays du monde, au cours de cette période, et vous regardez lesquels ont le plus bénéficié d'une démographie favorable en termes d'augmentation de la population d'actifs, le Maroc est 14e sur 200. Donc on a eu, au cours des 35 dernières années, des conditions démographiques absolument exceptionnelles. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que c'est fini. Vous regardez le Maroc en 2050, eh bien on a toujours 3 adultes pour 5 personnes, mais maintenant ce n'est plus 2 enfants, on a un enfant et une personne âgée. Ce qui signifie que notre PIB par habitant, par rapport à 2015, ne va pas bouger. Au contraire, si vous faites le même calcul, la proportion d'adultes va baisser légèrement. Elle va essentiellement rester stable, ce qui signifie que si on veut maintenir le même niveau de croissance, je ne parle même pas d'émerger ou de croître très très vite, si on veut juste rester au même niveau, il faut que notre productivité augmente 40% plus vite. C'est-à-dire soit notre éducation, la vitesse à laquelle on accumule du capital, on investit en nouvelles technologies, doit croître 40% plus vite. Pour rester uniquement au même niveau. Et donc, ça pose une question, donc c'est un peu une mauvaise nouvelle, est-ce que
quelles sont les perspectives pour le futur? Est-ce qu'on est condamné à croître moins vite dans les 35 prochaines années? Alors là, je vais essayer de réfléchir à deux pistes qui sont liées à la démographie. La première, c'est l'emploi des femmes. J'avais montré cette courbe plus tôt. Au Maroc, en 1960, une femme avait en moyenne 7 enfants. Aujourd'hui, on a 2,5. Donc imaginez, si vous avez 7 enfants, eh ben, c'est difficile de travailler. C'est difficile d'aller sur le marché, c'est difficile de contribuer au PIB. Si vous en avez 2,5, c'est déjà peut-être un peu plus facile. Parce que si vous en avez 2,5, il y a peut-être la moitié des femmes qui en a 2, peut-être 1, d'autres qui en ont 4 ou 5, et donc il est plus probable que des femmes rentrent dans le marché du travail, participent au PIB, participent à la croissance. Alors ce qui est un peu déprimant, c'est, si vous regardez le taux de participation des femmes, il a effectivement augmenté entre 1970 et 1990, de 12% des femmes âgées entre 25 et 60 ans, à 22% en 90. Et si vous comparez entre 90 et 2015, il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation. Il a à peine augmenté de 6%. En 2015, uniquement 28% des femmes en âge de travailler travaillent au Maroc. Elles étaient 22% en 90, alors qu'elles ont beaucoup moins d'enfants. En 90, elles avaient 4 enfants en moyenne, aujourd'hui elles en ont 2,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, on augmentait chaque année le taux de participation des femmes d'un point, d'un pourcentage, on pourrait compenser pour ce qu'on a perdu en termes d'augmentation des actifs. Quelle est la deuxième piste? La deuxième piste, c'est de bénéficier du vieillissement mondial. Donc, en dehors du Maroc, le monde vieillit. Et en particulier, les pays qui sont aujourd'hui les leaders de la production industrielle. Si vous regardez la Chine, à cause de la politique de l'enfant unique, la Chine est un des pays qui va vieillir le plus vite dans les 35 prochaines années. Si vous regardez l'Allemagne, qui est aussi un énorme producteur, c'est un des pays qui va vieillir le plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a deux implications. Ça a une implication aujourd'hui, le fait que la Chine et l'Allemagne va vieillir beaucoup dans les prochaines années, fait que les Allemands et les Chinois épargnent beaucoup. Si vous savez que vous allez prendre votre retraite dans 35 ans, et qu'il n'y aura plus beaucoup de jeunes pour vous aider, vous n'avez pas beaucoup d'enfants, en Chine vous en avez un seul, et vous êtes 2 parents, et bien vous devez mettre beaucoup d'argent de côté. C'est ce que font les Chinois, la Chine épargne 50% de son PIB, c'est ce que font les Allemands, qui ont aussi peur de ne pas avoir assez de soutien lorsqu'ils prennent leur retraite, qui épargnent beaucoup. Et donc à l'échelle mondiale, le fait que le monde vieillit vite, fait que le monde épargne beaucoup. Quand l'épargne augmente, en économie, ça a un effet direct sur les taux d'intérêt. Donc, quand il y a beaucoup de gens qui épargnent, et qu'il y a la même quantité de gens qui empruntent, les taux d'intérêt baissent. Donc s'il y a plein de gens maintenant, il y a plein de Chinois, plein d'Allemands qui veulent vous prêter de l'argent, et vous avez la même quantité de gens qui empruntent, les taux d'intérêt baissent. Et alors, c'est ce que montre ce graphique. En bleu, vous regardez l'évolution du vieillissement mondial. Donc, de 1960 à 1980, le monde devient plus jeune, il ne vieillit pas très vite, et donc les taux d'intérêt augmentent, car il y a peu de gens qui épargnent, donc les taux d'intérêt augmentent, vous devez vous battre pour avoir des prêts, mais à partir de 1980, le monde vieillit très vite, et donc les taux d'intérêt à l'échelle internationale baissent. Aujourd'hui, on est dans une période de taux historiquement bas, et je pense que c'est en partie lié à ces questions démographiques. Donc le Maroc a une chance, c'est qu'aujourd'hui, on a accès au niveau des marchés internationaux, à des taux historiquement bas, qui pourraient nous permettre d'accumuler du capital productif et de profiter du vieillissement mondial pour faire face à nos enjeux économiques. La deuxième dimension, c'est que aujourd'hui, si les leaders de la production industrielle sont la Chine et l'Allemagne, lorsque la Chine et l'Allemagne auront vieilli dans 30 ans, il faudra bien que quelqu'un les remplace. Il y aura plus de demandes pour des produits manufacturiers d'autres régions du monde qui ne sont pas aussi vieilles. Le Maroc fait partie de cela, et donc nous préparer à ce futur, aux 20-30 prochaines années, où la Chine ne sera plus en capacité de vendre ses produits partout dans le monde, est une priorité. Ça veut dire réformer son système éducatif pour l'adapter à ce monde qui vient. Ça veut dire réformer son tissu industriel et productif pour ce monde qui vient. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Et puis, félicitations pour ce brillant exposé. Moi, je voudrais juste poser la dernière question.
En comparant la Chine qui a maintenant 1,5 milliard d'habitants, en vieillissant, il va rester quand même un nombre important de jeunes. Relativement au Maroc, on a 30 millions d'habitants. Est-ce que tout est relatif? Est-ce que vraiment on peut comparer le Maroc et la Chine quand ils vieillissent? 1,5 milliard, bon, il va rester au moins 300 millions de jeunes. Et le Maroc, même à 40 000, il y aura 10 millions de jeunes. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison? Merci. Alors, ma réponse c'est que notre démographie n'a pas d'effet sur la croissance chinoise. Nous, on les affecte pas, mais leur démographie nous affecte. Parce qu'ils sont gros, le fait que la Chine, aujourd'hui, a ce qu'on appelle a des excédents de sa balance commerciale de l'ordre de 10-15%, c'est lié à sa démographie. Donc le fait que la Chine a besoin d'épargner beaucoup pour le futur, la Chine veut consommer très peu aujourd'hui, de sorte que lorsque la Chine vieillit, elle va acheter plus du reste du monde. Donc elle va mettre de l'argent de côté, de sorte à demander beaucoup lorsqu'elle vieillit. Alors nous, de quel côté on peut être? Aujourd'hui, on n'en bénéficie pas, parce que la Chine vend partout. Elle vend beaucoup, elle vend plus que ce qu'elle n'achète. Mais demain, lorsque la Chine va commencer à consommer plus que ce qu'elle ne produit, parce que la Chine aura vieilli, parce qu'elle a beaucoup d'épargne, et que donc elle va utiliser cette épargne pour consommer plus, il faut bien que la Chine achète ses produits quelque part. Et la question, c'est qui va être positionné pour fournir la Chine en produits. Alors, on a l'habitude de penser que la Chine aujourd'hui c'est l'usine du monde qui produit pour tout le monde, mais bientôt la Chine ça va devenir la maison de retraite du monde qui aura besoin de consommer d'ailleurs, et il faut être en bonne position pour pouvoir produire et vendre à la Chine. Peut-être aussi en complément, c'est intéressant de dire les types de choses que la Chine va produire. Pas seulement des bons, voilà. Pas seulement des biens manufacturés, mais aussi des services, notamment des services en rapport de tout ce qui touche à la santé. Et qu'en cela, le Maroc peut se positionner, comme bien sûr beaucoup d'autres pays, sur cette question de services. Et je crois par rapport à ça, et ça fait écho à ta présentation, pendant très longtemps, les économistes ont considéré que le commerce international, ça concernait les biens manufacturiers. Ça concernait les voitures, les habits, les chaises, les tables. Et le commerce en service était très très faible. Parce que c'est difficile. Et c'est quoi les services? C'est par exemple votre coiffeur, votre médecin. Vous pouvez pas exporter les médecins, les services d'un médecin dans un autre pays. Vous pouvez pas exporter les services d'un coiffeur dans un autre pays. Ce qu'on remarque au cours des 10 dernières années, c'est l'explosion du commerce international des services. Grâce à Internet, vous avez maintenant un médecin en Inde qui peut regarder votre radio aux États-Unis et vous donner et l'analyser et vous répondre. Et donc, ça c'est quelque chose qui va croître énormément dans les prochaines années, et le Maroc peut se positionner, au vu de sa démographie qui n'est pas aussi mauvaise que la démographie chinoise ou allemande, peut se tourner vers les services, et essentiellement les services de la santé, qui vont devenir une partie de plus en plus importante du PIB et de la production mondiale. Et qui à terme seront nécessaires aussi pour nous, parce que je pense que dans cette salle, il y a quand même quelques personnes qui sont jeunes, qui sont issues des années 80. Quand on parle du nouveau basculement démographique, on parle de 2050, c'est-à-dire que les gens de ma génération, qui ont 30 ans aujourd'hui, auront de l'ordre de 64-65 ans. Donc on est particulièrement concernés. C'est juste pour dire, c'est que la jeunesse aujourd'hui doit aussi préparer elle-même son propre palier de croissance, et donc il y a cette question en rapport des services, c'est à la fois pour bénéficier finalement de cette balance commerciale excédentaire des Chinois qui va s'inverser, et aussi par rapport à nous-mêmes de préparer le Maroc à pouvoir mieux vivre, parce qu'il y aura beaucoup plus de vieux et il y a un retournement démographique. Et ce qui était intéressant, je pense, dans le cours que tu as montré, c'est que le point d'inflexion de la démographie marocaine était en 2017. Donc c'est cette année. C'est cette année qu'on est passé dans ce nouveau palier, un peu où on stagne pendant 23 ans, avant d'arriver, 33 ans, avant d'arriver à ce moment. Je veux juste rebondir sur la comparaison entre le Maroc et la Chine. Je crois qu'il n'y a pas lieu de faire la comparaison, parce que la Chine en elle-même, c'est un continent. C'est un continent. La Chine, elle a pratiquement tout, elle peut vivre en autosuffisance. D'ailleurs, ils ont appris ça depuis l'avant-histoire, quand ils ont construit la muraille du Chine. Ils voulaient vivre en clos. Ils ont tout, ils ont juste le pétrole et le gaz qu'ils n'ont pas, mais là, il y a les énergies fossiles et tout. Primo. Deuxièmement, la Chine, pour revenir à la question de natalité, depuis 3-4 ans, ils ont supprimé cette histoire d'un enfant pour famille. Ils ont laissé un peu le champ, on peut aller jusqu'à 2.
Donc là, ils ont senti le coup qu'on continue un par famille, ils vont baisser, ils vont vieillir. Depuis, je crois, 3-4-5 ans, ils ont laissé pour au moins maintenir un nombre d'habitants, pour ne pas avoir une décroissance. Donc, c'est juste pour corriger. Pour revenir à notre cas du Maroc, je dis pourquoi il ne faut pas comparer la Chine. La Chine, bon, c'est un continent. Le Maroc, il a besoin pour vivre de s'ouvrir sur l'extérieur. Et là, on ne peut que saluer la politique de l'Europe pour s'ouvrir sur le continent africain, qui est le continent de l'avenir, qui est, je crois, le seul continent qui va augmenter en population durant les 50 années à venir. Donc, si on compte seulement sur nos propres moyens, c'est un peu fichu pour nous, parce que là, on va stagner. Les gens qui sont dans notre âge, qui ont la cinquantaine, arrivés à la retraite, ils vont avoir des problèmes. Et d'ailleurs, depuis 2, 3, 4, enfin, depuis 5 ans, les caisses de retraite au Maroc n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il y aurait plus assez de gens pour cotiser, pour payer pour les générations futures, surtout vous, les gens qui ont 30 ans et moins. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que l'État marocain a prévu pour un petit peu faire l'équilibre, comme ce qui se fait maintenant en France? Comment trouver cet équilibre entre la baisse de la population active et le besoin des populations vieilles dans les années à venir? Merci. Merci. Alors, 2 réponses très courtes sur la question chinoise. Donc le premier point, celui effectivement, la Chine a aboli la politique de l'enfant unique. Par contre, dans les données, il n'y a pas eu d'augmentation de la fertilité. C'est-à-dire, une fois que vous avez habitué les gens à faire un enfant, et que en fait, les Chinois dépensent 30% de leurs revenus dans leur enfant, et qu'il y a une énorme compétition sur l'éducation des enfants, ça devient très difficile de repasser à 2. Et en fait, il n'y avait pas eu... la Chine a commencé un peu plus tôt, en autorisant les enfants, quand vous avez 2 enfants uniques qui se marient à avoir 2 enfants, ça a eu très peu d'effet. Donc je serais... Et de 2, les dynamiques démographiques sont très lentes. Quand je dis que la Chine va vieillir, c'est parce que les générations de 62, qui sont nées après la grande famine et qui sont très importantes, vont prendre leur retraite. Si vous changez la fertilité aujourd'hui, pour que ça ait un effet sur le taux d'actifs, ça prend au moins 20, 30, 40 ans. Donc c'est des dynamiques très très lentes. Sur le fait que la Chine est autosuffisante, la Chine est très ouverte sur le monde. C'est un pays qui exporte énormément et qui accumule, en fait, c'est une chose très simple. Si vous exportez plus que ce que vous n'importez, donc voilà, vous vendez plus que ce que vous ne consommez, vous avez de l'argent en plus, vous avez de l'épargne. La Chine a 3 trillions de bons du trésor américain. C'est de l'argent que vous avez. Cet argent, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Vous ne mettez pas de l'argent de côté pour rester enfermé et être autosuffisant. Si vous avez plein d'argent dans la banque, un jour ou l'autre, avant de mourir, il faudra le consommer. Ça sert à rien d'avoir de l'épargne pour rien. Et donc la Chine, qui a accumulé énormément de ressources, il faut bien qu'elle les consomme. Pour les consommer, ça veut dire que la Chine doit consommer plus que ce qu'elle ne produit. Ça veut dire que la Chine doit importer. Elle a tout intérêt à le faire parce qu'elle a accumulé tout cet argent et le Maroc peut se positionner là. L'Afrique, en fait, si vous regardez le reste de l'Afrique et notamment l'Afrique subsaharienne, elle est plutôt là. Ils vont avoir une démographie favorable maintenant. Les taux d'activité vont augmenter, donc l'Afrique, elle bénéficie, elle a le vent en poupe. Elle a ce que nous, on a eu pendant 35 ans, et donc il y a une opportunité pour le reste de l'Afrique d'en profiter. Mais nous, c'est trop tard. Nous, on ne peut plus suivre le courant et attendre que la croissance vienne gratuitement, donc il faut s'ajuster sur la question des retraites. Alors, les problèmes ont commencé en 2050. Donc pour l'instant, vous savez, si le ratio est stable, ça va, mais à partir de 2050, on va avoir une augmentation du nombre de personnes âgées, et cette courbe va commencer à baisser. Et donc c'est là où les problèmes commencent. Donc si jamais, moi ce que je conseillerais au gouvernement, c'est plutôt que de régler les problèmes quand ils arrivent, il faut changer dès maintenant le système de cotisation pour qu'en 2050, on soit prêt à faire face au changement démographique et qu'on n'attende pas la dernière minute qu'on s'est préparé. Et aussi le fait de prendre un peu de recul. Aujourd'hui, on arrive en partie à justifier la croissance passée, donc entre 80 et actuellement entre 1980 et 2015, grandement par la démographie. C'est le fait de dire que finalement, le Maroc a seulement cru de 1,5% par sa productivité, ce qui est faible. Donc aujourd'hui, c'est aussi le fait de prendre du recul, de voir ce qui n'a pas assez bien fonctionné et de réfléchir à ce qu'il est nécessaire de faire pour que les investissements publics, pour les politiques économiques, qui sont conduites aient un meilleur effet. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas rester à 2,5%, qui est une croissance atteinte pour un pays comme le Maroc. On veut aller à 4, 4,5, voire 5. Et pour cela, il faut avoir vraiment un changement de paradigme, une nouvelle réflexion, notamment envers les services, mais aussi sur les questions éducatives.